Bonjour à toutes et à tous, c'est François et je suis ravi de t'accueillir pour ce nouveau podcast Café Trailer, le podcast qui échange avec des trailers qui vivent leur passion à 200%. Le but de ce podcast est de te partager leur histoire, leurs secrets, leurs projets et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin que tu en tires un maximum de bénéfices. Donc si tu aimes le trail et écouter des histoires incroyables, alors ce podcast est fait pour toi. Il est possible d'assister au tournage de l'épisode et y participer en live chaque mercredi soir à 20h30 sur ma chaîne YouTube La Planète Trail. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à te faire passer. Si c'est la première fois que tu écoutes le podcast, je te remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je te recommande le podcast avec Stéphane Brognard qu'on ne présente plus. J'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des trailers de plus en plus incroyables et j'aimerais vraiment échanger avec tes trailers préférés. Sache que l'un des meilleurs moyens pour de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, tu peux aller mettre une note sur Apple Podcast ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des trailers connus à venir témoigner. Si tu écoutes plutôt sur Spotify, tu peux très facilement le partager en story sur Instagram, tag-moi et je te repartagerai. J'en profite donc pour rappeler le nom de mon compte Instagram, c'est @laplanètetrail, suis-le et tu y retrouveras entre autres les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire tes retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi écrit un livre, Comment choisir ses chaussures de trail, que tu peux télécharger gratuitement sur mon site planettrail.com dans l'espace boutique. Maintenant, place à mon invité du jour. Comment on peut faire pour faire plus clair? C'est marrant ça. Bonsoir à tous, bonsoir Stéphane, merci à tous d'être présents ce soir pour cette deuxième édition avec Stéphane Brognard, parce que la première, vous avez tous trouvé qu'elle était beaucoup trop courte, et parce que Stéphane avait plein de choses à nous dire, qui étaient super intéressantes, et du coup, on a décidé d'en faire une deuxième édition. Donc merci à tous de répondre présent à cette nouvelle édition. Comment vas-tu Stéphane et comment t'es-tu remis de cette nouvelle aventure que tu as eue, qui était quand même assez folle, encore une fois. Maintenant on est à 2 semaines même de ce défi. Comment vas-tu? Écoute, ça va pas plus mal. J'ai même été assez surpris que ça s'encaisse finalement bien. C'est peut-être ce qu'il me fallait pour remettre le pied à l'étrier, tu vois. 47 heures d'effort avec Benoît au travers du massif des Vosges, à faire à peu près une dizaine de montées plus que remarquables du challenge CV2C dans les Vosges et puis de l'une à l'autre à vélo. Voilà, c'était solide, mais finalement ça m'a bien remis le pied à l'étrier parce que dans la foulée j'ai enchaîné et puis me voilà parti dans la préparation d'un Ironman finalement, comme le triathlon de Gérardmer annulé. J'ai décidé de faire un Ironman et de doubler les distances au mois de septembre. Voilà. Les délires de copains, quoi. Voilà, donc ce sera l'Ironman d'où? Ce sera l'Ironman de Gérardmer parce que Gérardmer proposait un triathlon XL. Ça n'a pas pu avoir lieu pour des raisons que l'on connaît. Donc, on a décidé quand même de garder la date, mais de le faire en off et de doubler les distances. Ok. Ah oui, tant qu'à faire. Quitte à prendre la journée, autant la prendre vraiment. Voilà. Bon, merci à tous. Merci. Donc, je rappelle juste le principe de l'émission. En fait, vous pouvez poser vos questions, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Vous pouvez poser vos questions à Stéphane et on se fera un plaisir d'y répondre durant l'émission. Et voilà, comme ça, on affichera les questions comme Mickaël qui nous dit bonsoir. Donc, bonsoir à toi, Mickaël. Je pense que il est en train de faire du home trainer en même temps qu'il regarde l'émission et c'est une très bonne idée. Alors, j'ai une première question pour toi, Stéphane. Dans le podcast Extraterrien dans lequel tu es passé, c'est un podcast que je recommande d'ailleurs vivement parce que c'est vraiment quelqu'un de super. D'ailleurs que j'aurai la chance de moi interviewer. On va inverser les rôles et c'est lui qui va passer dans l'émission. Donc on va pouvoir faire la rencontre de Bart d'Extraterrien. Tu nous parles beaucoup du guerrier pacifique et donc le guerrier pacifique où Socrate est un des personnages principaux du livre et qui en est un petit peu le sens de ton logo Etarchos parce que c'est Socrate à l'envers comme tu nous l'expliquais dans l'émission numéro 1. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce livre et qu'est-ce qui t'a autant passionné dans ce bouquin? Le ici et maintenant, véritablement, c'est vraiment dans ce livre que Socrate, enfin, en tout cas, ce que Dan Millman appelle son Socrate, c'est ce pompiste là qui rencontre
au gré de sa vie, avec ce passage dans sa vie, plus que de coups de moins bien. Hein, après un accident, il est absolument à la case zéro quasiment. Et en fait, il le reconstruit non pas à base de sport, à base de préparation physique, mais il base sa pratique, surtout le fameux être champion du monde de son monde, être ici et maintenant, et que quand on a la tête et le corps exactement au même endroit, on est forcément dans un moment où on donne le meilleur de soi, on est totalement étanche, voire même il y a quand même de grandes chances d'atteindre ce que l'on peut des fois entendre parler dans le monde du sport, du flow. Effectivement, il n'y a plus d'efforts, il y a plus de difficultés, on est dans un moment plus que de plénitude parce que on ne fait qu'un avec soi-même, et ça c'est juste génial. Il n'y a aucune pensée parasite, il n'y a vraiment que ce que l'on est en train de faire. On est au plus juste du rendement de ce que le corps peut produire dans la tâche qui lui est demandée. C'est de la gymnastique, c'est de la cuisine, je sais pas, et c'est marrant parce que cet état, ce flow que Socrate lui fait atteindre au travers de sa reconstruction, il l'emmène vraiment vers lui-même. Il le fait découvrir qui il est au plus profond et qu'il est vraiment important de réaliser une tâche. Alors lui, c'était devenir champion olympique de trampoline, et ensuite, à partir de là, il ne le construit pas comme un athlète, mais il lui donne la possibilité d'aller à la rencontre de lui-même avec avec une énergie tellement folle qui est décuplée en soi quand on est dans cet état-là, qui nous permet vraiment de toucher les étoiles, et c'est vraiment ce que je retiens de ce bouquin, avec une rigueur. Moi j'ai un copain, j'en profite pour faire un clin d'œil à Aurélien, qui depuis assez longtemps, après qu'on ait lu ce bouquin quasiment ensemble, dès qu'on avait le choix entre deux difficultés, on prenait toujours la plus difficile. Et ce qui ne nous posait pas de problème, c'est qu'on était vraiment en accord avec ce qu'on recherchait au travers de l'entraînement, et pas de ce que ça allait forcément nous apporter physiquement. C'était pas le plus important. C'est ce que je retiens, hein, et c'est mon livre de chevet en permanence dans la tête quand je pratique, ouais. Et toi, cet état de flow, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend souvent. Je pense que pour le savoir ce que c'est, il faut déjà l'avoir vécu. Sans l'avoir vécu, c'est difficile à expliquer. Je pense que tout le monde l'a vécu. Je pense que l'on soit trailer amateur, parce qu'on est là pour parler de trail, que l'on soit trailer amateur, même si on s'entraîne que 2 fois ou 3 fois la semaine, il y a eu un moment de temps en temps, peut-être 1 fois par an seulement, où on a l'impression que rien ne peut nous arriver, que tout passe, j'ai envie de dire, que les bosses qu'on n'avait pas l'habitude de passer aussi vite, on les passait aussi vite, qu'arrivé au-dessus de la bosse, on n'était plus obligé de récupérer, qu'on pouvait enchaîner, et que cette petite état de grâce qu'on a l'impression de pas du tout contrôler, et qu'on se dit « Ah, ça y est, j'ai dû prendre un cran » et tout ça. Non, c'est un état un peu parfait où on se rend bien compte qu'on n'entend plus l'ego extérieur, qu'on n'a plus aucune préoccupation de notre vie quotidienne, qu'on n'est vraiment plus du tout parasité. Et ce moment, des fois, qui arrive par hasard, il est plutôt chouette à vivre. Là, l'idée, c'est quand même d'en être en permanence quand on pratique son activité, de pouvoir le revivre beaucoup plus fréquemment. Et c'est vrai qu'en courant, il est très facile de le faire. Alors, moi, ça s'est transmis, ça s'est transformé en allant courir, en ayant dans une bulle totalement étanche, en ayant le long terme qui est à 2,50 m devant moi, de ne jamais avoir les yeux qui regardaient un endroit précis, mais je regarde, alors je dis toujours la taille d'une tente 2 secondes repliée qui est comme ça devant moi, et avec les yeux qui regardent partout dans cette zone-là, limite d'avoir l'impression même de courir sur place et d'avoir le décor qui défile sous tes pieds, et qu'à partir de là, quand tu es dans cet état, tu cherches la foulée adaptée, tu cherches la fluidité, tu ne cherches que ce soit pas difficile, heurté, tu es en vitesse juste, et à partir de là, c'est parti, quoi. J'ai envie de te dire, tu tiens une note et tu la tiens le plus longtemps possible. La pression interne est quasiment la même, et à partir de là, il n'y a plus rien d'autre qui puisse exister autour que ce microcosme dans lequel tu te retrouves très très bien, et à partir de là, c'est parti, et on sent vraiment la pleine puissance. Le cœur s'abaisse alors qu'on va de plus en plus vite, le rythme du souffle s'abaisse et alors qu'on va de plus en plus vite, et une fois qu'on tient ça, c'est parti des heures, il n'y a aucun problème. Ah ouais, tu as raison. Bon, j'ai pas encore eu la chance de le vivre pendant des heures, mais c'est vrai que c'est contre-intuitif, c'est complètement contre-intuitif en fait comme sentiment, parce que quand on se dit quelqu'un qui va courir par exemple 1 heure, qui a l'habitude de courir 1 heure,
et qui, souvent à la fin de cette heure-là, il est forcément moins bien que ce qu'il était au début de cette heure-là. Il est plus fatigué, il est plus en souffrance musculairement. Et sur un ultra trail, en fait, on se dit que forcément, plus le temps va passer et forcément moins bien on va être. Alors qu'il y a toujours ce moment, cet état qui revient, et c'est un petit peu contre-intuitif, et tant qu'on l'a pas vécu, c'est assez difficile, je trouve, à exprimer et à ressentir et à parler. Et je trouve que t'en parles très bien. Alors c'est un entraînement du quotidien, ça vient pas du jour au lendemain. Moi j'ai commencé à pratiquer ça, voilà, je vais pas refaire mon histoire, mais en 2009 j'ai passé quasiment une année complète à arrêter de courir, mais à lire et à me renseigner. Et en fait, le guerrier pacifique, il est arrivé en fin de mes lectures. Donc, ça rassemblait tout ce que je venais de lire, qui concernait la psychologie, le fonctionnement du cerveau, l'art du bonheur, enfin, des tas de choses. Et quand j'ai fait ça, je me suis mis à pratiquer. Je dis, bon, OK, enlève tout ce qui est monde extérieur, essaye déjà de connaître ce moment-là. Je sais pas, j'ai viré la montre, j'ai viré tous les repères qui pouvaient arriver du monde extérieur. Que dans cette bulle, il n'y ait que moi, mon corps physique, ce que je voulais vraiment obtenir, le travail à l'entraînement qui découlait de ce que j'avais pu vivre la compétition d'avant et qui m'obligeait à être meilleur à celle d'après. Donc j'avais été chercher des éléments qui soient physiologiques, physiques, techniques, de gestion, ainsi de suite, que je pratiquais, mais tout était fermé. Alors des fois ça tient que quelques minutes, quelques secondes, mais c'est une pratique un peu comme quelqu'un qui s'entraîne à la méditation. Quand il arrive à tenir 30 secondes, il en est content parce que finalement c'est de la méditation en mouvement, et puis que quand il y arrive peut-être une minute, il va y arriver deux, ainsi de suite, ça vient au fur et à mesure. Et moi je l'ai pratiqué entre 2009 et arrivé en 2011, je m'étais inscrit à l'Infernal, en 2012, je m'étais inscrit à un 160 km, pas très loin d'ici, qui s'appelle l'Infernal Trail des Vosges, et je l'ai vécu, j'ai réussi à tenir cette étape pendant du moment du départ, du coup de départ, jusqu'à la ligne d'arrivée, enfin, quelques kilomètres avant la ligne d'arrivée, ça s'est un peu arrêté, et ainsi de suite. Et là, je m'étais dit, en fait, je pense tenir ma clé, enfin, je tiens la clé. Parce que effectivement, je n'ai pas les qualités physiologiques, il a fallu que j'aille chercher ailleurs, mais je sais que j'étais forcément au plus proche de ce que physiologiquement et physiquement j'étais capable de donner, et ça donne forcément une grande satisfaction que de le pratiquer comme ça. C'est pas forcément que les champions qui vont vivre ça, mais chacun va le vivre, ce moment très personnel, très à soi, qui n'est que quelques instants. Et une fois, alors il faut le faire. On se dit, bon voilà, j'imagine une bulle fermée, j'imagine cette histoire de 32 secondes, le regard dans le vague, un peu dans ce petit espace. J'imagine que le décor défile sous mes pieds. J'essaye de pas faire de bruit avec mes pieds. J'essaye d'avoir la gestuelle qui soit fluide. J'espère de tenir quelque chose qui soit pas heurté. Ça va durer 15 secondes parce qu'il y a quelque chose qui va te perturber, 20 secondes, 30 secondes. Et à chaque entraînement, on essaye un petit peu, et un jour on se rend compte que ça dure très longtemps. Et moi, la première fois que ça m'avait fait cet effet-là, c'était dans les années 2010 à peu près. J'avais réussi à tenir 1h30, et le soir, j'avais recherché encore cet état, et de nouveau, ça avait tenu 1h30. Et c'était forcément des moments où je revenais, j'étais pas fatigué, j'avais pas envie de me jeter sur la moitié du frigo, j'étais pas rincé à me mettre dans le canapé, et je passais de 10 heures à 25 ou 30 heures sans être en étant encore moins fatigué, alors qu'avant j'étais dans le corps physique, en respectant des consignes précises et rien d'autre, en voulant tout le temps le monde extérieur, et j'étais rincé, fatigué, c'était difficile. Et quand j'ai commencé à pratiquer comme ça, je me suis retrouvé à pouvoir courir un grand nombre d'heures, mais vraiment en réduisant la fatigue. Et quand on fait un ultra, et d'ailleurs la plupart de mes ultras, notamment sur le 160 km, qui est, on va dire en gros la référence, le deuxième 80 était généralement plus rapide que le premier avec ça. Ouais. Ah ouais, d'accord, ah ouais, très intéressant. Ouais. Ah oui, du coup, mais en fait, quand tu fais tes conférences en entreprise, parce que là, on parle avec des trailers, on arrive assez bien à imaginer ce que tu peux ressentir, même si on l'a pas forcément tous vécu, on peut se l'imaginer. Mais quand tu racontes ça à des gens qui sont pas du tout dans le monde de la course à pied, comment est-ce qu'ils le perçoivent ça? Est-ce qu'ils arrivent à l'imaginer? Est-ce qu'ils arrivent à se projeter? Je pense qu'on n'a pas forcément besoin d'être trailer. On a besoin notamment pour vivre cet état d'être dans une activité dont on a peut-être un peu d'appétence, ou auquel cas on se sent porté par cette activité pour une raison X ou Y. Moi, ça a été le sport, mais ça aurait pu très bien être le théâtre, ça aurait pu très bien être la musique, la cuisine. Je pense que ou même l'entrepreneuriat, quand on est dans ces créneaux horaires de chef d'entreprise, je sais pas, même à une tâche précise. J'en ai même déjà parlé, par exemple avec
quelqu'un qui est derrière le camion poubelle qui passe chez moi, tu vois. Et je voyais bien qu'il y avait une différence. Et un jour, quand il est venu apporter le calendrier, je lui dis, je sais pas, je trouve que toi, tu as quelque chose de différent de la plupart des gars qui sont derrière le camion poubelle à courir, à prendre le truc et tout. Il dit, tu sais, moi, quand je fais dans ce truc-là, je rentre dans la peau d'un personnage qui n'est pas du tout celui qui est à la ville. Par contre, j'ai l'impression de me mettre dans un monde et je ne vis que pour ça, qu'avec une rythmique, qu'avec quelque chose qui me ressemble et je me sens très bien et je passe un très bon moment. Il était exactement dans cet état-là. Effectivement, il transpirait quelque chose qui lui plaisait et pourtant, il était loin de faire de quelque chose de très glamour. Et ça, je pense que quand on a la chance de pouvoir s'extraire un petit peu de notre globalité, de notre vie, où c'est le travail, c'est les enfants, c'est la famille, c'est les obligations, c'est les contraintes, on est bazardé de plein de choses. On arrive à tout enlever pour être de façon très égoïste, narcissique au maximum, quelques instants, quelques heures dans sa journée, pour pouvoir en plus avoir la chance de le faire de façon optimum de ce qui nous est demandé ou de ce que l'on s'est imposé pour pouvoir parvenir à quelque chose. Je veux dire, ça, il n'y a pas besoin d'être forcément trailer. N'importe quelle tâche, pour un peu, comme je te disais, d'avoir un peu d'appétence ou bref, on y trouve un intérêt personnel au-delà de la tâche qui nous est demandée. Forcément que ça parle à tout chef d'entreprise, à tout salarié, à tout quelqu'un qui fait quelque chose, même un menuisier, un vannier, enfin, j'en sais rien, et que cet état est forcément gage de bonheur, et puis qui t'apporte véritablement un réconfort et quelque chose un bon moment, ouais. D'accord. Très bien. Bah écoute, merci pour cet exemple de l'éboueur. Ça parle un petit peu avec Ouais. le bouquin. D'ailleurs, je vous mettrai le lien dans la description pour ceux que ça intéresse. Le guerrier pacifique qui est pompiste. Donc bon, voilà, Et d'ailleurs dans le livre, et c'est vrai que là tu fais bien d'en rappeler le parallèle, il le fait faire faire de la mécanique par exemple. Et lui, promu à être champion olympique quelque part, se retrouver à aller faire de la mécanique. D'ailleurs, même dans le film et même dans le bouquin, il l'explique. Il lui fait faire les tâches les plus subalternes possibles. Il dit mais connais cet état dans ce moment qui te plaît pas, dont t'as pas envie, et quand tu verras que tu ressentiras ces choses-là, que tu es totalement imprégné par la clé à molette, par l'environnement dans lequel tu es, dans la tâche que je te demande de réparer un moteur ou de changer une boîte de vitesse, et tu verras que ça ne te plaît pas, mais t'es pas là pour que ça te plaise. Tu es là pour vivre entièrement que cet instant, sans avoir la tête ailleurs que ce que tu es en train de vivre. La tête et le corps sont exactement au même endroit. Et il dit si tu arrives à le passer en tant que bricoler un moteur, on s'en fout. Et en plus, tu auras, et d'ailleurs, il le dit souvent, il dit, et le service, c'est ce qu'il y a de plus noble. Bon, bah, ça, c'est autre chose, mais il y arrive par là, il dit, tu y arriveras facilement. Il le fait même faire de la randonnée, alors qu'il n'est pas du tout pour ça. Lui, il est dans la gymnastique, ainsi de suite. Et il lui arrive à le faire vivre dans des situations qui ne lui plaisent pas. Et dit, si tu arrives à le vivre là, quand tu vas être dans ton activité, ça va passer. Et effectivement, c'est ce qu'il lui demande de faire, c'est des fois abominable, hein, ça va loin, mais tôt ou tard, ça passe. Et une fois qu'il a compris cette mécanique, t'es invincible. Hein. Mais c'est étonnant parce que du coup, tu vas pouvoir m'aiguiller un petit peu parce que j'ai eu une période aussi un petit peu comme toi où j'ai lu beaucoup de livres de développement personnel. C'était il y a 2 ans pour moi. Et pour autant, je n'ai jamais entendu parler de ce livre, alors qu'on est en plein dedans dans le développement personnel. Ici et maintenant, on n'arrête pas d'entendre parler de ça. Et j'ai pas beaucoup de personnes en fait qui recommandent ce livre-là. Alors bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de livres qui sont traduits des États-Unis, enfin de l'anglais, de l'américain. Et comment ça se fait que ce livre n'est pas si connu que ça, à ton avis? Du coup. Alors peut-être qu'il ne fait pas partie du circuit des livres que monsieur et madame tout le monde dans la liste des bouquins de développement personnel, parce que tu sais, il y a toujours des créneaux un peu dans tout, et l'essentiel ne se voit pas. Alors finalement, c'est pas plus mal que ce bouquin soit peut-être un petit peu, ne soit pas encore, je sais pas, dans le flow, et encore, il commence à le devenir, parce que je me rends compte quand même que de plus en plus de personnes l'ont lu, même dans les podcasts extraterriens que j'avais emmenés au travers de l'Atlantique, l'un des interviewés avait recommandé ce livre. Ça m'avait fait rire en plein milieu de l'Atlantique, que je crois que c'est Rudy, un prof Rudy Koya. Voilà, ouais, et qui avait recommandé ce livre. Ça m'avait fait sourire, mais effectivement, il faut des fois aller chercher un peu plus loin que le flow qui nous est proposé de bouquins ou de références. Il faut être curieux, il faut avoir une demi-seconde d'avance sur soi,
il faut pas se contenter de ce qu'on nous donne à manger. Et des fois, si on nous le donne à manger, c'est que ça vient pas de soi. Il faut chercher plus loin. Voilà, donc allez, on va commencer avec les questions. Donc Vincent Carman, salut Vincent, qui est un très bon ami à moi, qui dit arriver à prendre plaisir en toutes choses, même les choses les plus difficiles. J'aime ce concept. Ouais, c'est exactement ça, finalement. Ça veut dire que la notion de plaisir. Alors ça, c'est bien qu'on en parle. La notion de plaisir, moi, ça me fait toujours rire quand tu sais, la veille des courses, tu as beaucoup d'athlètes qui vont mettre cette fameuse photo sur le lit de l'hôtel avec le t-shirt, le short, les flasques, et puis le dossard, c'est parti dans 3 heures, dans machin. Et derrière, généralement, tu as une ribambelle de messages avec écrit « Fais-toi plaisir ». Et je suis quasiment sûr à 95% que les personnes qui disent ça, ils aimeraient avoir la recette, ou même si tu pouvais te faire plaisir et nous expliquer comment il faut faire, parce que se faire plaisir sur une course, pardon, mais où vous êtes maso, les gars, où ça me fait peur, aller se foutre sur la tronche pendant 20 heures, 30 heures, 40 heures, je ne vois pas où est le plaisir. Ah, désolé, mais pardon, mais pour en avoir bouffé une paire d'années, pour en bouffer encore, il n'y a pas vraiment de plaisir, parce que moi, le plaisir, c'est quelque chose que j'assimile à un bon café ou un bon repas sympa avec tes potes un dimanche après-midi sous le sol pleureur. Ça, c'est du plaisir. Un bouquin, un film, j'en sais rien. Ça, c'est du plaisir. Non, il faut pas non plus se cacher que l'on cherche des solutions pour pouvoir parvenir à ses fins sans encombre. Effectivement, la tâche peut-être qui nous est demandée de réaliser 160 km le plus vite possible, alors qu'on n'en est pas forcément contraint et forcé. On peut très bien le faire en 5 jours, le Tour du Mont Blanc. On n'est pas obligé de le faire en une journée. Mais on cherche forcément à arriver dans une zone où on arrive à une certaine forme de difficulté, où on arrive un petit peu au taquet de son physique ou machin. Et c'est seulement à partir de là que tu vas avoir la catégorie des coureurs qui vont être contents de peut-être souffrir, mais ça c'est peut-être judéo-chrétien, d'avoir le sentiment de se sentir bien quand ils ont fait quelque chose de difficile et ils espèrent arriver totalement en vrac à la ligne d'arrivée pour avoir une vie meilleure après, tu sais. Non, moi, il est hors de question d'arriver mal sur une ligne d'arrivée. Enfin, je veux dire, je ne vois pas forcément où est l'intérêt. Donner le meilleur de soi, mais en ayant eu cette forme d'intelligence ou d'avoir mis des choses en place dans la préparation physique, psychologique, dans l'encadrement, dans l'entourage, ainsi de suite, pour le faire du mieux possible et surtout de le faire à son image en y donnant du sens, de la valeur à cette chose-là, qui n'est pas juste passer la ligne d'arrivée pour se la raconter avec un t-shirt finisher le lendemain à Chamonix. Enfin, ça, c'est pathétique. Non. Réaliser un beau projet global en lui donnant du sens et que quand on passe la ligne d'arrivée, on a l'impression d'avoir rendu une copie propre qui a été un cheminement de plusieurs années ou de plusieurs mois, qui nous permet peut-être d'avoir construit un projet et que quand on passe la ligne d'arrivée, ça envoie un signal fort peut-être sur une reconquête de soi-même après 25 ans d'abstinence de sport et de malbouffe ou j'en sais rien, et qu'on met un projet en place, ça dure plusieurs temps et tout. Oui, la personne, quand elle passe la ligne d'arrivée, le plaisir, il est surtout là. Il a le plaisir d'avoir mis du sens, d'avoir construit un projet et d'être arrivé sur la ligne d'arrivée en se disant c'est chouette, voilà, ça réunit tout ce que j'ai pu mettre en place depuis plusieurs mois, plusieurs semaines, à trouver des solutions techniques, physiques, matérielles, ainsi de suite. Le plaisir, il est là. Parce que pendant l'effort, alors, ce que je viens d'expliquer, l'instant présent, ça propose aussi, c'est pas forcément du plaisir. On ne sait pas si on souffre ou si on souffre pas. On ne sait pas si on se fait plaisir, pas plaisir. En tout cas, on est dans une forme de plénitude. On est dans une forme un peu de flow où il n'y a plus la notion forcément de tout ça, de plaisir. Et c'est surtout le plaisir, c'est quand on passe la ligne d'arrivée. Et moi, je sais que quand je passe la ligne d'arrivée, j'étais venu chercher quelque chose au travers de cette course. Non pas une place, un temps ou battre les autres. Enfin, c'est futile. Et puis, il y a toujours meilleur que soi. Donc ça, c'est déjà râpé d'avance. Par contre, être venu et avoir la satisfaction d'avoir été au bout de son projet parce qu'on lui a donné du sens, ça, c'est la classe et ça, c'est se faire plaisir. Mais pendant, franchement, c'est toujours marrant. C'est vrai que moi je dis souvent qu'on prend du plaisir au début parce qu'on a l'adrénaline du départ, on est content, on est souvent avec des amis, on a les gens qui sont là, la musique est sympa, donc on prend du plaisir au début, on arrive à bien courir, etc. Au milieu, on galère, on en chie et on est content une fois qu'on est arrivé parce qu'on est arrivé justement et que c'est terminé. Alors, c'est marrant ce que tu dis parce que moi j'avais un pote, il me disait de toute façon un UTMB c'est 4 heures qui vont bien et puis après c'est la galère jusqu'à la ligne d'arrivée. Et j'ai passé une bonne partie de ma carrière
pour ma cause noble personnelle, mais aussi lui donner tort. Et de temps en temps, Aurélien, je sais pas s'il m'entend, mais un bon pote de Saint-Dié, maintenant d'Annecy, je lui disais, mais non, c'est pas possible. C'est même pas une histoire de savoir si on est bien ou pas bien. On est en paix avec soi-même quand on a la possibilité de ne pouvoir penser qu'à une seule chose. Être là, ici, maintenant, la tête et le corps au même endroit, et d'évoluer dans quelque chose que l'on a choisi. Ça, c'est génial. C'est ce meilleur moment. Par contre, tu es là sur le sentier, et puis tu es au col de Voz, et tu as déjà ta tronche, ta tête, elle est déjà à Saint-Gervais. Excuse-moi de te dire que t'as beau avoir une Clio, si t'as pas de pilote à bord, elle va finir par se taper quelque part, elle va se cracher la Clio de bord, hein. Donc désolé les gars, il faut vraiment. Et ça, c'est du bon moment. Quand tu arrives à garder le pilote dans la bagnole tout au long de la course, à passer tous les éléments de tout ce qui s'y passe et ne jamais avoir la tête plus loin que juste là où tu te trouves, ça c'est vraiment bonheur. Ça c'est du bon moment et tout saute, tous les verrous que le monde occidental, le monde du sport, le monde de la compétition te donne et te parasite et te bousille ta compète, parce qu'il faut quand même pas oublier que quand tu prends le départ, c'est toujours que courir comme tu as l'habitude à l'entraînement, sauf qu'il y a 2500 gugus en même temps et que tu as un bout de papier sur le ventre. Enfin, je veux dire, c'est rien de plus une compétition. Tu as un bout de papier sur le ventre qu'on t'a donné, parce qu'il faut te donner un bout de papier, alors on te donne un bout de papier, tu le mets sur le ventre, et il y a plein de gens qui partent en même temps que toi à l'entraînement. Par contre, c'est ça une compétition, tu vois. Sauf que ils veulent qu'ils mettent des choses extérieures qui est la comparaison aux autres, des temps, des chronos, des repères, de la course d'avant, machin. Et c'est tout ça qui te fait totalement t'éloigner de ton véritable potentiel théorique que tu as au départ de la course et qui varie pendant la course. Effectivement, au-dessus du Grand Col Ferret, ton potentiel n'est pas du tout le même que quand tu cours à 15 à l'heure aux Ouches, quand tu prends le départ de l'UTMB. Et pourtant, en être le plus proche de son potentiel du moment, ça, c'est vraiment bonheur. Et la plupart des athlètes qui passent pas forcément un bon moment sont des athlètes où le cerveau est tellement dans tous les sens, il a tellement d'éléments extérieurs qui viennent rentrer là-dedans, la place, le temps, et par rapport au beau-frère et machin, il en est même allé regarder sur Lifetrail en plein milieu de la course pour voir où il se place et machin. Tout ça, ça te bousille et finalement, ça te fout ton cerveau ailleurs. Et plus tu mets ton cerveau ailleurs, plus tu t'éloignes de ton potentiel réel, déjà qu'il n'est pas flambe, arrivé au milieu de la course, et tu te mets double balle dans le pied. Et faut pas s'étonner si après, tu passes à une arrivée, t'es pas vraiment très content de la copie que tu as rendue, quoi. D'ailleurs, est-ce que c'est pas quelque chose qui est plus compliqué, dans certains aspects, pour les personnes élites? Tu as dû déjà le vivre, de toute cette cohue qui se met autour des élites à l'arrivée à un ravitaillement, de tous ces photographes films, de ces gens qui filment, des hélicoptères qui suivent les coureurs. Est-ce que ça, c'est pas quelque chose qui fait sortir aussi le coureur de cet état, d'être vraiment là où il doit être, donc vraiment concentré sur sa course? Ça doit être très compliqué. C'est le plus gros du travail. Le plus gros du travail, il n'est pas de préparer un corps physique pour faire un UTMB. Parce que préparer un corps physique pour faire un UTMB, pour faire le Tour de France, pour faire ce que tu veux, c'est pas très compliqué finalement, après tout. Par contre, avoir cette capacité d'être totalement étanche à tous les éléments extérieurs. Et moi, j'ai vécu tous ces instants. J'ai vécu en étant totalement étanche, comme en étant poreux. Ça m'est arrivé d'être poreux, et je pense à la TDS 2015. Je suis totalement poreux. J'étais redevenu sportif et trailer. J'étais plus du tout Stéphane Brognard, étanche dans sa bulle, jusqu'au col du Petit Saint-Bernard. Je peux te dire que la première porte qui se serait ouverte pour un peu que je connaisse le mec, je sautais dans la bagnole, c'était terminé la TDS. Parce que j'étais rempli de pensées parasites. Pourquoi? Alors que ça faisait des années que je pratiquais, que je blablatais sur les réseaux à expliquer comment je faisais, machin. Tu parles, j'étais redevenu comme tout le monde. Pourquoi? J'en sais rien. J'avais peut-être pris plus à la légère. Je m'étais pas mis dans l'entonnoir comme avant, les quelques heures avant les courses. J'étais peut-être arrivé plus comme un cheveu sur la soupe. C'était pas vraiment étanche autour de moi. Et il est arrivé un moment, j'ai vraiment été obligé de faire l'effort. Heureusement qu'il y avait pas une voiture que je connaissais qui a ouvert la portière au Petit Saint-Bernard. Et dans cette grande descente jusque Bourg-Saint-Maurice, je me suis dit, attends. Qu'est-ce que c'est quoi ta pratique? C'est quoi ta cause noble personnelle? Pourquoi tu as besoin d'aller sur la ligne d'arrivée en donnant le meilleur de toi-même? Pourquoi tu es là? Comment tu pratiques? Et j'ai tout refermé, j'ai remis la bulle, j'ai arrêté toutes les comparaisons de qui que ce soit, du place, des machins, des trucs, j'ai tout viré. J'étais en contre-la-montre, j'étais tout seul, j'étais totalement étanche, et je suis passé de la 25e place à faire 6e ex aequo sur la ligne d'arrivée, rien qu'avec cette théorie-là. D'accord.
C'est vrai que, mais ça, du coup, alors ça me permet de rebondir sur une question de Bernard. D'ailleurs, je suis très content de te voir là, Bernard, dans les commentaires et sur cette émission. Du coup, une question, j'ai raté le début, peut-être déjà abordé. Donc non, on l'a pas déjà abordé. Quel conseil pour commencer avec cette écoute de soi, de la méditation? Certains parlent de courir en pleine conscience. Ouais. Alors effectivement, la méditation, c'est quelque chose que je recommande personnellement souvent. Toi, tu pratiques, Stéphane? Alors moi, la méditation, se mettre ainsi sur un caillou au-dessus de la roche des Ducs, en regardant une flamme et puis en attendant que ça passe, à écouter sa respiration, bon déjà ça me gonfle, peut-être, mais c'est très très bien. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pratiquent la méditation devant une flamme, en pensant à une phrase. Le but est toujours le même. En fait, c'est d'avoir la capacité d'être concentré sur un élément, un seul. C'est une phrase, c'est la respiration, c'est une flamme, c'est une image, enfin dans la tête, je sais pas, il y a le flot de son air qui rentre et qui sort du nez. Enfin, on voit beaucoup de choses comme ça. Ok. Et ben moi, j'ai essayé de faire la même chose, sauf que comme j'ai pas de temps à perdre et que j'ai envie de faire plein de choses dans ma vie, je l'ai fait en mouvement. Donc généralement, on a plein de choses dans le corps qui nous permettent de ne penser qu'à une seule et unique chose. Ça veut dire que 99% de mon attention, voire 100%, mais il faut pas rêver, il faut pas se prendre pour un autre, avoir 99% de son attention qui n'est qu'à un seul sujet. En l'occurrence, ça peut être le bruit de tes pas. Et ben, je peux te dire que quand déjà tu arrives à passer 20 minutes à n'écouter que le bruit de tes pas, de savoir que j'essaye de faire le moins de bruit possible avec tes pas, jouer peut-être avec son diaphragme, avoir l'intention vraiment à la respiration, de gonfler l'estomac à l'inspiration, de creuser l'estomac pour faire monter, descendre le diaphragme. Ça va être de sentir que la gestuelle n'est pas heurtée. C'est tous ces éléments-là, en fait. Et tu sais que tu ne penses qu'à une seule et une même chose, ce que tu es en train de faire là. À aucun moment, il n'est possible, mais ça va arriver, de penser à ta feuille d'impôt, de penser à autre chose, d'avoir un truc, de dire, tiens, quelle heure il est, il faut que je rentre à telle heure. Ah oui, c'est vrai que la côte là-bas que j'ai prévu de faire, je sais pas si je vais me sentir aujourd'hui de la faire. Enfin, d'autres éléments arrivent. Là, c'est foutu. T'es plus à 99% de ton attention ici et maintenant, c'est-à-dire ce qui se passe dans ton corps, par exemple, qui est mon objet de méditation. Par contre, je commence déjà à avoir 15% dans la côte d'après. Ah bah tiens, et si j'en profitais pour passer chez le copain, j'en profiterais, ça m'évitera de lui passer le coup de téléphone. Enfin, tout ce qui nous arrive au quotidien. Et à partir de là, c'est foutu. Donc, on ramène, on se dit non, attends, je suis en train de penser à plein de choses, ça part en couille. Alors là, il s'agit pas d'aller chercher un com et de respecter un plan d'entraînement. Il s'agit simplement de pratiquer de la méditation. Mais c'est ça qui est intéressant. Les semaines d'entraînement, je sais pas, 2 fois, 3 fois, 5 fois, 7 fois, 9 fois par entraînement. Chaque entraînement, et ça, c'est un conseil que je peux donner, et moi-même j'entraîne des athlètes, c'est de leur dire un objectif par séance. Eh ben, il peut y avoir une fois par semaine l'objectif de la méditation en mouvement. Comme il y a des fois l'objectif, la fameuse VMA courte, VMA longue, seuil, côte, muscu, je sais pas quoi, enfin, tous les trucs qu'on peut entendre. Il peut y avoir une séance qui se fait seule. Et je conseille même à tout le monde de s'entraîner toujours seul. Si vous voulez entraîner avec les copains, éventuellement de temps en temps, prenez toujours des mecs plus forts que vous, comme ça au moins, c'est sûr que ça vous fait évoluer. Mais un objectif par séance, il peut très bien y avoir une séance, faites un footing sur un parcours plutôt facile, mais qui ne soit pas que du plat, de la montée, de la descente, ainsi de suite. On est obligé de varier, mais tout le temps se dire, le bruit de je pense au bruit de mes pas parce que moi, c'est ce que je faisais. Mais ça peut être l'objectif d'une séance. Et que tôt ou tard, elle sera beaucoup plus rentable d'être à 99% de son potentiel qu'en être à 60% en ayant bouffé des heures et des heures, des séances les plus difficiles les unes que les autres, pour arriver le jour de la course, n'être qu'à 60%, d'avoir remis des couches encore, risque de se blesser. Vaut mieux être à 99% avec un petit niveau de base et qu'on assume ce 99%, on passe un bon moment, on est fier de soi et on sera toujours au-dessus que d'avoir un niveau de dingue à l'entraînement et d'être qu'à 60% le jour de la compète parce qu'on est rempli de pensées parasites. Il y a la moitié de sa tête qui est je ne sais où et la moitié ici. Enfin, il y a la moitié du pilote dans la Renault Clio, ça va pas le faire. Alors, c'est très intéressant tout ça, tous ces petits tips, astuces, conseils. Personnellement, moi, ce que je fais, c'est la méditation avec une application qui s'appelle Petit Bambou. Ouais, en fait, je le fais le soir et en fait, ça m'endort. Voilà. Donc, si vous voulez commencer à faire de la méditation, ça peut être une bonne astuce. Bon, maintenant, c'est vrai que quand on veut courir, ça peut être aussi une très bonne idée. Écoutez les pas. Et si jamais vous êtes concentré sur autre chose, faut recommencer à se reconcentrer sur ses pas.
Alors, Franck qui nous demande, est-ce que tu peux développer la tête doit être au même endroit que le corps pour être à ton plein potentiel, car on parle souvent de visualisation justement dans le futur pour mieux avancer. C'est vrai que ça, c'est quelque chose que quand on fait des formations en préparation mentale, il y a des techniques de visualisation, comme la visualisation de la ligne d'arrivée, on parle souvent de ça. Du coup, quand on est dans cet état d'ici et maintenant, c'est complètement l'inverse de la visualisation du coup. Donc, question très intéressante de Franck, ouais. Ouais, alors écoute Franck, salut. Alors moi-même préparateur mental et j'en enchaîne des sportifs de haut niveau aussi qui sont forcément intéressés. Tout ça essentiel ça, tout ce qu'on vient de dire. Le fait de visualiser, mais c'est pas pendant. Tout doit être écrit avant le départ. C'est un énorme travail. Un ultra trail du Mont Blanc, une diagonale des fous, une course que tu n'as pas forcément l'habitude d'avoir repérée, ou je sais pas, que tu vas aller chercher des éléments. La partition doit être écrite. Est-ce que tu penses que Mozart s'est jeté comme ça avec un piano et il a dit hey, c'est parti mon kiki, tu branches l'enregistreur gentil là. Non. Il a tout écrit, il a joué, il a répété, il s'est entraîné, il a tenté des trucs, machin, il a fait des bouts, il a changé quelques notes, c'est exactement ça qu'on fait, nous. Nous, on écrit une pièce de Mozart. Enfin, je souhaite que chacun écrive une pièce de Mozart. On n'est pas là pour faire... Non. On écrit une pièce de Mozart, sa propre pièce de Mozart. Mais il faut l'écrire. Il faut l'écrire et puis on va essayer des choses. Mais au préalable, avant le départ de la course, je sais exactement ce qui va s'y passer. Il n'y a pas de surprise. Enfin, je veux dire, sinon, tu es dans de l'aventure. Tu es dans de la découverte d'un milieu où là, tu vois bien que quand tu pars avec le sac à dos, la rando, tu as juste une carte, tu découvres un peu au fur et à mesure et puis tu prends les choses au fur et à mesure comme elles viennent. Ça s'appelle de l'aventure. Tu pallies à toutes les incertitudes qui t'arrivent. C'était pas prévu, j'ai pas pu faire assez de kilomètres, tant pis, je vais bivouaquer là. La cabane que j'ai prévue, elle est trop loin. Enfin, c'est autre chose. Là, on est en train de parler d'un élément qui s'appelle faire de la compétition, qui s'appelle réaliser quelque chose de façon impeccable. Un chef en cuisine, le jour où Barack Obama déboule à l'Élysée, je peux te dire qu'il a plutôt intérêt à savoir exactement ce qui va se passer du moment où Barack Obama il arrive et qu'il va prendre son petit verre de champagne avec Macron ou je sais pas lequel, jusqu'au moment où il a fini sa dernière assiette du dessert et qui remonte dans sa bagnole, son hélicoptère et qui s'en va, pendant ce laps de temps à l'Élysée, t'inquiète pas que c'est réglé comme du papier à musique, il sait exactement ce qui va s'y passer. Alors, il arrive toujours des micro-incertitudes qu'il a déjà envisagées, tout comme toi, tu peux très bien avoir, je sais pas moi, un problème lié à un début d'entorse, lié à une chute où tu vas t'ouvrir un doigt, lié à un ravitaillement où ta compagne n'est pas là à l'assistance, et tu les as déjà envisagés, tout est déjà écrit. Tu as déjà visualisé, si tu as eu la chance de faire la reconnaissance, ou sinon ça s'est fait sur YouTube, où on va chercher des informations partout où on en trouve. Tu as déjà même vu la carte exactement du point de départ à la ligne d'arrivée grâce à des applications. Tiens, tu vas passer là, tu te fais déjà des repères, il y a une montée, une descente, tiens, là c'est un replat, machin. Enfin, là j'ai entendu dire que c'était technique. Enfin, tout est déjà écrit. Tu sais exactement ce qui va s'y passer, ce qui t'offre la liberté, entre guillemets, que pendant que tu es là, d'être au plus proche de ton potentiel théorique. Ça dépend de chacun, de la génétique, des capacités d'entraînement, de l'âge, enfin, on s'en fout, du potentiel du jour. Et pour en être le plus proche, une seule et unique technique, être au plus proche de son potentiel théorique, le jour de son potentiel réel, le jour de la compétition, c'est d'avoir toute son attention à ce que tu es en train de faire. Mais si tout le reste est écrit, t'as pas besoin de t'en soucier. Je veux dire, on verra bien ce qui se passe là-bas. Tu sais ce qui va s'y passer. Tu te détaches totalement de tout ça. C'est un bonheur enfin, c'est génial, ça. Ça, c'est génial. C'est pas la bonne aventure. Quand on prépare une compétition, enfin, j'imagine que toi, Franck, quand tu prends le départ d'une compétition, c'est même pas une histoire de niveau. T'essayes de faire ça le plus propre possible, le plus efficacement possible par rapport à ton niveau et réaliser ce truc-là, ça veut dire qu'il faut se détacher de tout. Mais il faut avoir tout prévu. Tout doit être prévu, tout doit être organisé avec tes besoins, tes possibilités. T'as une assistance, t'as pas d'assistance, enfin, j'en sais rien, c'est pas tout ça. Mais tout est déjà écrit. Et il n'y a plus qu'à dérouler la partition. Je veux dire, Mozart, une fois qu'il a réussi à tout écrire, il a fait des essais.
Eh ben, toi, peut-être qu'avant l'UTMB, tu as décidé d'aller faire un 80 bornes, et puis tu vas faire le 80 bornes et tu vas te rendre compte effectivement que ce point-là, par rapport à la nutrition, par exemple, je sais pas, le fait de savoir si je prends un gel ou pas au pied de la côte, j'ai essayé, ça marche pas. Bon, bah tu vas changer une note. Bah non, finalement, je me rends compte que c'est 10 minutes avant le début de la côte qu'il faut que je prenne mon gel. Bon, bah ok. Eh ben Mozart, ah bah non, quand il avait fait la répète, il a dit, ah la note là, c'est pas terrible. Bon, allez, je vais mettre un là plutôt qu'un si mineur. Bon, bah ok. Ah, ça sonne mieux. Bon, bah je le gèle. Et puis à partir de tout ça, c'est l'expérience, c'est ces répétitions, ces machins. Et il arrive un jour, tu arrives à être capable de rendre une belle copie au travers d'un UTMB 4 ans ou 3 ans après avoir enclenché cette idée que tu voulais faire l'UTMB pour reconquérir le cœur de ta femme ou je sais pas. Et d'ailleurs, ça nous renvoie à la mission numéro 1 où tu nous disais qu'il fallait que chaque coureur, et du coup chaque coureur que tu accompagnais, la première chose que tu leur disais, c'est on va trouver ton pourquoi. Et voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Je veux faire l'UTMB pour faire l'UTMB. Ça va être solide, hein, parce que franchement, quand tu vois le chantier, prends un sac à dos, va traverser le Mercantour en 15 jours, ce sera plus sympa. Hein, je veux dire, non. Il faut véritablement venir avec un projet au trail, et notamment quand on parle d'ultra, mais même quand on parle de 10 km sur route. Enfin, j'ai envie de te dire, pourquoi tu fais ça? Si on n'est pas capable de répondre au mec au bistrot du coin qui va te demander, mais pourquoi tu vas faire tout ça? Pourquoi je te vois tous les jours en vélo, en ski de fond, en machin, en truc? Mais pourquoi tu t'emmerdes à faire tout ça tous les jours? Si t'es pas capable d'avoir une réponse claire, nette, précise, une demi-seconde après t'avoir posé la question, il faut revoir la copie, parce que sinon ça va être très compliqué et à un moment ou à un autre, ça va péter. D'ailleurs, pour revenir sur l'exercice de la visualisation, j'ai une métaphore que j'aime bien prendre en comparaison. C'est plutôt une comparaison pour expliquer l'intérêt de la visualisation dans le trail. On a souvent vu la patrouille de France qui fait des exercices de visualisation associés à des exercices de mouvement où ils répètent leur chorégraphie du début à la fin. Et donc, quand ils font ces exercices-là, ils sont vraiment dans l'instant présent, dans le mouvement qu'ils doivent faire. Ils ne sont pas en train de penser à l'atterrissage qu'ils vont faire, parce que sinon, c'est le crash. Et tout est répété, hein, je veux dire, c'est répété, mais surtout, c'est déjà écrit. Et tout est visualisé. Effectivement, c'est visualisé. Et il n'y a pas même besoin d'avoir fait l'UTMB dans sa globalité pour visualiser déjà des tas de choses, quoi. Et ça, c'est effectivement important. Alors que la ligne d'arrivée, généralement, on lui donne forcément une connotation. C'est pas juste passer la ligne d'arrivée. Alors, je pense à la ligne d'arrivée, mais je pense à bien d'autres choses. Et effectivement, tout ça doit avoir été visualisé. Ouais. Mais au préalable. Et après, on déroule la partition. C'est chouette. Quand on arrive à ça, c'est vraiment bonheur, quoi. Super. Alors, David qui nous demande dans quelle discipline est-ce que tu t'éclates le plus? Vélo, natation, course à pied, autre. C'est vrai que tu es, comme je disais dans la première mission, encore une fois, tu es pas un ultra trailer finalement, ou du moins tu es plus que ça, tu es ultra sportif parce que tu as quand même fait des traversées à la rame, en vélo, enfin en ski de fond. Donc, dans quelle discipline est-ce que dans laquelle tu t'éclates le plus? Alors, chaque moment, chaque discipline a son intérêt. Alors, tu as des disciplines qui sont, le vélo a ce côté, par exemple, au-delà de la performance. Moi, j'adore ce sport-là, mais il y a toujours un esprit de voyage. On voit beaucoup de choses en peu de temps. On voit beaucoup de décors, beaucoup de kilomètres, beaucoup de choses. Et puis puis quand on roule à plusieurs, on se parle pas, on est dans un sport individuel, mais s'enchaînent il y a une vie à l'intérieur d'un groupe. Quand on va rouler, c'est des vrais bons moments. Le trail, c'est le seul sport où je peux vraiment développer cet instant présent, cette fluidité dans le geste, ainsi de suite. Le ski de fond, ce sentiment de glisse sur le sol, ça c'est vraiment extraordinaire. Nager, moi j'aime bien aussi chercher le geste fluide. Alors en natation et en mer ou même en lac. En ce moment, je m'entraîne beaucoup en lac pour préparer un triathlon. À chaque fois, son sport a son intérêt, mais son intérêt kinesthésique. J'adore la course à pied pour avoir les poses de pied les plus parfaites possibles. En ce qui me concerne, hein, pour moi, j'adore un peu comme un mec qui fait de la grimpe, avoir le pied posé juste, posé au bon endroit, qui fait pas de bruit, qui est bref, une millième de seconde au sol et ça repart et c'est précis et j'adore ça. Là, en course à pied,
c'est le truc qui me plaît le plus. Chaque sport a son petit intérêt, j'ai envie de te dire, ces petits moments précis, hyper fins, liés à un toucher, à une gestuelle, à un feeling. Chacun a le sien et chacun a son intérêt. Après, il y en a pas que je préfère parmi d'autres, même si j'ai un vrai penchant pour le trail, parce que la course à pied, une paire de baskets, la plus simple possible, qui te permettent de pas sentir les cailloux en dessous des pieds, et puis t'as pas le pied qui est en accordéon au bout du pied quand tu es en descente, et tu peux passer partout avec rien. L'objet le plus simple qui existe. 80% de l'être humain est constitué comme ça pour être capable de courir. Donc j'ai envie de dire, je vois pas ce qu'il y a de mieux pour le corps que de pouvoir aller partout. Je connais pas un être humain qui a pas eu la possibilité en courant sur Terre d'aller partout. Il y en a même qui sont capables de monter courant à l'Everest. Donc pour te dire, aller partout finalement. Donc véritablement pour le développement personnel, être seul avec rien, c'est juste parfait. Après, tous les autres ont chacun leur finesse et leur intérêt de kinesthésique, de ce petit toucher, ces petits moments précis dans la gestuelle. Moi, j'adore tout ce qui est gestuel et tout me plaît, ouais. C'est marrant, tu nous as pas parlé de la rame. Tu étais un petit peu dégoûté après 70 jours. Non, alors la rame, par contre, sport que j'ai découvert sur le tard, hein, il y a que 2 ans que je me suis mis au club de Gérardmer pour ramer et puis comprendre comment ça se passait. Alors là, par contre, j'aurais découvert la rame, je pense à 10 ans, 12 ans ou très jeune, j'aurais rien fait d'autre que ça. Parce que ce sentiment où c'est un sport de jambes. Je suis plutôt costaud des jambes, vraiment pousser fort, terminer le haut du corps pour vraiment finir. Et ce moment, la rame, pour ceux qui connaissent pas ce truc-là, c'est tu développes fort, tu donnes un élan au bateau. Et là où il va le plus vite, c'est quand tu as fini de ramer, quand tu profites de la glisse et quand tu essayes de ramener ton siège, enfin en tout cas tu ramènes tes pieds pour faire glisser le bateau en dessous de toi, ce petit moment c'est un petit peu comme quand tu as gravi un col et quand tu bascules dans la descente, tu vois, ce petit moment où c'est parti, ça envoie, et ben c'est ça à chaque coup de rame, ce petit sentiment, et puis la puissance est forte parce que les rames sont longues, ce petit moment, tu gicles et tu pars, tu ramènes ton bateau sous toi là comme ça, ce moment sur un lac en plein mois de juillet, là, en ce moment, ou en plein mois d'août, un beau lac à 18h où t'envoies 25-30 bornes sur ce genre de, c'est juste, ça, c'est parfait, quoi. Ça, c'est une gestuelle, et heureusement qu'il y a ça dans l'aviron parce que tout est nul sinon dans l'aviron. C'est toujours pourri, dégueulasse, tu vas en marche arrière, c'est ingrat, t'es tout seul, c'est instable. Enfin, il y a tout pour déplaire dans ce sport, mais il y a cette gestuelle. Et qui connaîtra la gestuelle d'être dans un bateau d'aviron de mer ou de rivière, forcément t'y reviens, forcément tu le gardes en toi et c'est juste un super bon moment. D'accord, bah très bien. Alors du coup, il y a Marc qui nous fait enchaîner avec comment tu as géré le mental pendant ta dernière traversée. Donc je rappelle que tu as traversé l'Atlantique. Alors est-ce que tu peux nous en reparler un petit peu rapidement, parce qu'on en a déjà un petit peu parlé dans la première émission, mais c'est vrai qu'on avait évoqué brièvement cet aspect mental dans la première. Est-ce que tu peux nous en reparler de ça ? Alors, le mental sur une traversée qui dure 72 jours. Alors, j'en profite pour faire une aparté. Un mental fort. Alors, des fois, j'entends beaucoup de gens me dire « Oh, ben toi, il n'y a pas de problème, tu as un mental fort. » Ou on entend « Oh, ce sportif a un mental fort. » À mon avis, un mental fort, ça n'existe pas. Par contre, un mental organisé, ça existe. Et celui qui est capable d'organiser son mental en fonction de ses pensées parasites, ce petit bonhomme sur l'épaule qui va te parler, à te dire « Tiens, dis donc, t'as vu, t'as la chance d'avoir ta maman pour la première fois qui vient te voir sur la compétition. Bam, ah, j'aimerais bien lui montrer le meilleur de moi-même. Allez, bing, 15% cadeau que tu n'auras jamais dans ton potentiel théorique. » Eh ben, c'est un mental organisé, c'est un mental qui est capable de connaître ses pensées parasites, connaître ses points faibles. C'est un mental qui est capable de savoir un peu ce qui va t'arriver et que là où tu vas partir en cacahuète complet. Et pour éviter de partir en cacahuète, tu as trouvé des parades, tu as trouvé des subterfuges, tu as mis des choses en place qui t'évitent de partir en couille complet, quoi. Au niveau du mental. C'est pas un mental fort, c'est un mental organisé. Donc, quand tu as la présence d'esprit de te connaître un peu, d'avoir eu l'honnêteté de te mettre à poil tout seul devant la glace pour reconnaître que là, ça allait merder, que là, tu allais y arriver et là, tu n'allais pas y arriver, et d'être capable de trouver
des parades et de mettre en place des choses. Moi, effectivement, sur une traversée comme celle-là, je ne savais guère ce qui allait m'arriver, mais je savais qu'il y a des moments où je allais vraiment, il était vraiment possible que ça parte en cacahuète, et qu'à partir de là, j'avais mis en place des parades. Je savais, par exemple, que il y a beaucoup d'athlètes qui aiment bien peut-être une journée de rame pour traverser comme ça, où tu dois ramer entre 10 et 12, 13 heures par jour. Il y a des athlètes qui aiment bien peut-être morceler, c'est-à-dire ils vont ramer un peu, ils vont se reposer, manger, faire un peu de toilette, ramer, ainsi de suite. Et moi, je sais que si j'allais m'arrêter, j'allais pas être bien. Je vais me dire, mais non, pendant que je suis là, à me reposer, on est en pleine journée, ça va pas, ça allait merder. Donc moi, j'enquillais 12, 13 heures avec 2 pauses de 10 minutes par jour, et j'enquillais ma journée, et je savais que, alors ça avait peut-être l'inconvénient, entre guillemets, d'être un peu plus faible, ou que ce soit vraiment costaud les dernières heures, plutôt que de l'étaler sur la journée. Mais par contre, ça m'aurait tellement rongé d'être en pleine journée à essayer de me reposer, de faire ci, de faire mi, non. Enfin, ça m'aurait pas plu. J'enchaînais des journées, j'ai envie de te dire, des journées complètes. Je sais que la solitude, moi, je suis quelqu'un qui adore être seul, qui adore m'entraîner seul, mais j'adore mes potes, quoi. Je veux dire, dès que je peux, je suis dans une relation sociale. Enfin voilà, je suis celui qui parle le plus, je suis celui qui va être extraverti. C'est mon tempérament. Là, j'allais me retrouver dans une situation qui allait pas du tout être possible de faire ça. Donc du coup, ce que je m'étais dit dès le départ, on avait mis en place un système. Je savais que j'avais la seule possibilité que j'avais de communiquer, c'était d'envoyer des petits textos. Donc on avait dit, bon, écoute Steph, on sait comment tu es, tu as la nécessité d'avoir envie de communiquer, d'exprimer aux autres ce que tu te passes. On n'a que ce support, tu as besoin de garder ce contact physique, donc on va mettre en place un système. Moi, le soir, à 18h, je m'octroyais une demi-heure, qui était mon espace de liberté, le moment où je ressortais un peu de ce monde-là, et j'écrivais ma journée à ma manière. Peu importe, voilà. Je l'envoyais, et Noé, qui était à terre, qui recevait les messages, le lendemain, on avait prévu, il m'envoyait tous les retours, ce qui avait été écrit comme commentaire, enfin tous. En gros, les gens qui le bien comme le pas bien, les critiques, les gens que ça déplaisait, ou les gens qui sont pas d'accord avec moi. Et ces personnes-là, elles sont hyper importantes parce que ils se rendent pas compte, mais dès que tu reçois un message un peu hostile ou qui n'est pas d'accord, ou des gens qui n'aiment pas ce que tu fais, ils sont super, ces gens-là, parce qu'ils te donnent encore plus envie de franchir la ligne d'arrivée. Comme ça, quand tu leur envoies une carte de vœux à Noël ou et au fait, merci pour ta critique un peu ouverte sur les réseaux sociaux, ça m'a fait du bien, ça m'a permis d'arriver au bout, je te remercie au fait. Et tu vois, et il me renvoyait tout ça. Et donc du coup, on avait mis en place tout un système, parce que sinon j'en aurais vraiment souffert. Et franchement, ça aurait pu partir en sucette s'il n'y avait pas eu ce truc-là. Je m'y serais accommodé, j'aurais trouvé autre chose, mais voilà un exemple sur lequel on avait mis en place, connaissant, alors qu'il y a des athlètes qui partent traverser l'Atlantique, qui veulent même pas entendre parler, ils vont peut-être passer un coup de téléphone une fois par semaine, ou envoyer un SMS une fois par semaine. Moi, j'en ai beaucoup envoyé les soirs, parce que ça fait partie de mes faiblesses, ou pas. Enfin, c'est comme ça. Je suis comme ça. Donc, on avait, en fonction de ça, mis en place ce système-là. D'accord. Ok, très bien. Merci pour cette belle réponse. Du coup, je vais avoir quelques cartes de vœux aussi. Les fameux commentaires négatifs. Mais il faut que ça continue. Et d'ailleurs, s'il y a des athlètes qui regardent ça et qui ont peut-être un peu de, je sais pas, de visibilité, et que forcément, ou qui évoluent dans leur propre bulle, et que du coup ils sont dans leur propre monde. Et quand tu es champion du monde de ton monde, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Tu as déjà du mal avec toi-même, alors imagine avec les autres. Et que plus tu as de visibilité, plus tu reçois des commentaires hostiles. Et tous ces commentaires hostiles, ne les enlevez pas de vos réseaux sociaux. Laissez-les bien pour garder une trace, pour bien vous rappeler des cartes de vœux qu'il faut envoyer l'année d'après, parce que tes potes, ils s'y attendent à la carte de vœux, mais eux, ils s'y attendent pas, et eux, ils t'ont rendu service, ces gens-là. Ces gens-là, alors, ils se mettent une balle dans le pied, parce que pendant qu'ils s'intéressent à toi, ils s'intéressaient pas à eux, donc ils stagnent. Bon, ça, tant pis, des fois, t'as presque envie de leur dire, écoute, intéresse-toi à toi, et sois un chouette champion de ton propre monde, qui est différent du mien, mais sois champion du monde de ton monde, ça te rendra plus heureux, mais c'est pas grave, finalement, ils deviennent très utiles. Donc, même s'il y a des gens qui regardent le podcast, continuez à m'envoyer des trucs hostiles. Vous imaginez même pas le plaisir que vous m'envoyez, la force que vous me donnez, quoi.
J'ai un bon exemple pour ça, pour dire qu'il y a forcément des gens qui vont jamais, enfin, ne pas aimer quelque chose que tu fais. C'est quand on regarde les commentaires sur Allociné, des films qui ont été les plus oscarisés au monde, qui ont reçu tous les Oscars, quoi. Il y a toujours quelqu'un qui met une étoile et qui, sincèrement, le plus sincèrement du monde, n'aime pas. Donc forcément, il y aura toujours quelqu'un qui n'aimera pas ce que oui, oui, et puis c'est normal, il y a un peu de la nature humaine là-dedans. Voilà, après, c'est des histoires de choisir son camp, j'ai envie de te dire. Moi, j'ai choisi mon camp d'essayer au maximum de tracer ma route et de donner la possibilité aux gens qui m'enrichissent. C'est-à-dire qu'on a aussi la chance, arrivé à un moment, enfin moi, au travers de ce que je fais, d'avoir la possibilité de rencontrer des gens qui sont champions du monde dans leur monde, mais dans un monde qui n'est pas du tout le mien. Et ça, c'est super parce que c'est des gens qui ont été connaître une espèce de finesse du haut niveau dans leur domaine et que ces finesses-là, elle est quand même juste géniale à entendre raconter. Enfin, je veux dire, moi, je vais rencontrer, ça m'arrive, d'aller rencontrer un gars qui est spécialiste dans le vin de très haut niveau et il te sert un verre de vin, mais il te raconte une histoire parce que le mec est tellement fin dans son domaine, parce qu'il connaît son domaine, il connaît son chai, il connaît sa vigne, il la cultive tous les ans et il est capable de te dire que bah tiens, je te fais goûter une bouteille du Coteau là, elle a telle histoire et tu vas découvrir tel truc parce que le mec il est de très haut niveau là-dedans. Bah, c'est bonheur ça. Alors que franchement, c'est pas forcément un monde qui pourrait comme ça me plaire. Mais rien que par ça, rencontrer des gens qui ne sont pas même des choses qui pourraient ne pas me plaire du tout. Je rencontre des motards qui viennent au Motors Day à Gérardmer, les mecs qui sont passionnés de Harley Davidson. Franchement, bon, c'est à des années-lumière de mon monde. Mais le mec est hyper spécialisé dans la moto Harley Davidson. Il est capable de démonter, il connaît toute l'histoire et tout. Le mec est à très haut niveau, c'est une référence dans le domaine. Le mec t'explique ça, pardon, de te dire mais c'est d'un enrichissement, c'est juste génial quoi. Alors que je suis pas du tout fan du mec qui va polluer comme un gros salaud avec sa moto, mais n'empêche que ce type-là, même si je suis pas du tout d'accord avec sa philosophie, son machin, son truc, son comportement des fois, mais ce type il t'explique des trucs de haut niveau. Bien souvent, tu en as toujours 1 ou 2% qui terminent dans ta musette et qui te resservent un jour ou l'autre. C'est juste bonheur ça. Bon, pour ceux qui ne l'auraient pas encore compris, le sujet de l'émission, c'est la digression. Voilà, on parle dans tous les sujets. C'est le principe d'un échange. C'est pas une interview, c'est un échange. Donc, on parle de tout. Et mine de rien, en fait, là, on a parlé un petit peu du regard de l'autre sur les réseaux sociaux. Mais ça, c'est des choses qu'on peut appliquer à soi dans sa vie personnelle, au travail, dans les critiques que les autres peuvent nous apporter, et ça a forcément un intérêt pour tout le monde, et c'est l'intérêt. Moi, je voudrais revenir sur un petit peu sur ça va, enfin, appuyer un peu la question de Marc. Comment tu gérais le mental pendant ta dernière traversée? C'est pour ça que je l'ai laissé. Je voudrais savoir comment est-ce que tu fais enfin, ou tu as fait pour gérer la peur, parce que se retrouver en plein milieu de l'océan Atlantique, forcément, on n'est pas habitué en tant qu'être humain à y être. Il y a des dangers, que ce soit la houle, peut-être des animaux, une panne de bateau. Et ça, en fait, la peur, c'est quelque chose qui bloque énormément de personnes, de la peur de l'échec, la peur du regard de l'autre. Et comment est-ce que toi, tu as géré justement cette peur? Alors, la peur de l'échec ou la peur du regard des autres ou quoi que ce soit, dans un Atlantique, tu n'as guère le choix. Ouais. Une fois que le bateau il est parti, il ira forcément au bout, ou il est coulé, ou il se passe un truc grave, mais sinon, tu n'as pas le choix, il est parti, il est parti. Bon, ça déjà, c'est bien, c'est réglé. Par contre, la peur, j'ai découvert que quand on arrive au stade de la peur, tu as encore de la marge finalement. Quand tu as encore la possibilité d'avoir peur, ça veut dire que tu es encore un petit peu en retrait par rapport à l'événement. Ça veut dire que l'événement, tu le prends pas pleine face, quoi. C'est-à-dire que tu le vois peut-être arriver ou t'as de l'appréhension ou t'es pas totalement dans cet environnement ou dans cette situation qui te met franchement en danger. La peur est généralement liée à un éventuel danger qui pourrait te mettre en difficulté ou en péril physique. Généralement, la peur est liée à ça. La peur, quelqu'un qui aurait peur des araignées, elle n'est pas liée au simple fait que ce soit une bestiole, parce qu'elle imagine que cette bestiole pourrait peut-être venir la piquer, imaginer je sais pas quoi, mais mettre en péril son intégrité physique. La personne qui a peur des fourmis imagine que toutes les fourmis vont lui rentrer dans le corps et totalement
la dilapider. Je sais pas. Moi, j'imagine que là, d'un seul coup, j'ai commencé à avoir des grosses vagues. Je dis, oh mon Dieu, si cette vague commence à me retourner, à me fracasser, ainsi de suite, je me dis, bon, mais finalement, elle m'avait encore rien fait, la mer. Mais, sauf qu'elle me faisait peur parce que j'imaginais qu'il était possible qu'elle me retourne le bateau, qu'elle me fracasse dans tous les sens, ainsi de suite, peu importe. Mais quand tu as peur, c'est encore bon signe. C'est presque un luxe d'occidental d'avoir peur. Par contre, quand tu arrives à une situation, le cran au-dessus, tu n'as plus peur parce que tu es dans la situation très dangereuse. Et là, tu es en action totale. C'est-à-dire que là, ça va vite. Hein. Et là, ça mouline. Hein. Et là, tu n'es qu'un. Et là, il y a zéro pensée parasite. Là, je veux te dire que il y a rien qui traîne, quoi. Et ça actionne très vite. Et c'est arrivé quelquefois. C'est-à-dire quand je me suis retrouvé au bout de la deuxième nuit, brassé dans tous les sens avec la combinaison, le casque, le machin, le truc, sur le qui-vive à chaque instant. Je veux dire, aucun moment j'ai eu peur finalement, parce que ça trimballait dans tous les sens et les vagues qui repassent au-dessus du bateau et le machin et le truc. Tu dis waouh 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 waouh. Et tu dois tout gérer. Tu n'as plus peur là. T'es le cran au-dessus. Avoir peur, finalement, je disais pas ça il y a 3 mois ou à 4 mois. Par contre, avoir peur, il y a encore de la marge en fait. Avoir peur, c'est presque un luxe. C'est presque bon signe encore. Il y a encore le cran au-dessus. C'est le cran au-dessus qui est pas bon. Mais mais juste avant d'arriver au cran au-dessus, il y a cette petite soupape et le corps, il a inventé un truc qui est la peur. Et d'ailleurs, peut-être qu'à un moment, des fois, j'ai pu avoir peur et que pour un marin averti, c'était crème. Comme quoi. Par contre, quand moi j'étais le cran au-dessus, même le marin averti, quand il est le cran au-dessus, il est pas clair. Et c'est pour ça que finalement, la peur, ça reste un luxe. Profitez de la peur si vous avez peur, parce que dites-vous qu'il y a le cran au-dessus. C'est le cran au-dessus qui craint. Restez à la peur, c'est bon, ça. Ça va encore. Donc, les personnes qui ont peur de s'engager sur un trail de peur de l'échec. Ah ouais, mais alors attention, la peur de l'échec. Ah ouais, on va arriver à un autre. Il y avait 2 questions un peu dans une. Là, on arrive à autre chose. Avoir peur de l'échec. C'est la plus belle pensée parasite qui existe. Parce que la peur de l'échec, elle est généralement pas due à soi-même. Parce que franchement, la peur de l'échec, c'est c'est pris pour un autre. Et puis finalement, on a été crié haut et fort, ou même à soi-même, on n'arrête pas de se mentir, qu'on est capable de faire l'UTMB en 21 heures. C'est beau, hein, s'il y en a un qui arrive à sortir ça. Bon, il n'y en a pas des masses, mais il y en a quelques-uns quand même. Enfin, peu importe. Et effectivement, c'est se prendre pour un autre. Et là, on sait qu'on va au casse-pipe. Ça veut dire que c'est quelqu'un, sur une échelle de 0 à 10, un Xavier Thévenard, un François Daen et compagnie, ils sont à 9,7, 9,8 sur l'échelle de 0 à 10. Et le gaillard qui est à 6 sur l'échelle de 0 à 10, sur une échelle de niveau et de potentiel, s'il imagine faire un trail en 21 heures, s'il rentre dans l'activité au départ de l'UTMB et qu'il se met à côté d'un Xavier Thévenard qui va faire 21 heures, c'est sûr qu'il est mal barré, c'est sûr que là, la peur de l'échec y est. Qui se contente de rentrer à un niveau 6, c'est-à-dire on n'arrive pas aux ouches à 15 à l'heure, mais on y arrive à 10 km/h, et à partir de là, je vois pas où pourrait y avoir une peur de l'échec. La peur de l'échec aussi, ça veut dire que si tu n'es pas capable d'avoir une cause noble ou d'avoir une bonne raison d'aller prendre le départ de l'UTMB, si c'est juste pour faire bien parce que tu as l'impression qu'avec l'évolution que prend le trail dans le groupe dans lequel tu fais partie, ils se mettent tous à faire l'UTMB, tu dis bon, j'aimerais bien quand même faire l'UTMB parce que sinon j'ai vraiment plus l'impression de faire partie de ce groupe où je suis le petit slip du coin et je vais pas c'est pareil. Là, c'est sûr que la peur de l'échec, elle est vraiment parce que tu n'as pas une bonne raison d'aller te présenter à un événement quand même plus que majeur, d'imaginer faire une course de 30 km alors que tu n'as jamais vraiment couru dans ta vie ou fait de sport. Et effectivement, voilà. Donc, toute une histoire un petit peu, à mon humble avis, une histoire de connaissance de soi, même et surtout d'avoir une bonne raison de le faire. Si tu as une fois. Comment ? Encore une fois, si tu as une bonne raison de le faire, tu passes au travers de tout. Et je ne sais pas si on en avait parlé la dernière fois, mais je peux te donner un exemple et j'essaye de trouver des exemples qui n'ont rien à voir avec le trail, mais qui sont plus facilement à comprendre. Je me mets à la place de la nénette à Paris qui, un vendredi soir en plein hiver, enfin un courant de la semaine, a reçu un coup de téléphone. Elle a des amis à elle qui sont descendus quelques jours plus tôt à Valloire, peut-être, dans les Alpes, et qui dit, bah, moi, je bosse jusque vendredi. Allez, vendredi, je mets 3-4 affaires dans la bagnole, je mets 2 pneus neige, devant, et me voilà parti avec ma mini à faire la maline. Et puis, me voilà, je viens vous rejoindre, et puis, le lendemain, on ira faire
faire des raquettes. Parce qu'ils aiment bien dire ça, les Parisiens, faire des raquettes, même s'il y a 3 cm de neige, ils font des raquettes. Et du coup, et la nénette, la partie avec sa petite bagnole. Et puis elle arrive au col du Lotaret. Putain, la bagnole, elle tombe en rade, elle sait pas pourquoi. Et là, elle se retrouve comme une conne et elle se dit, alors que cette même nénette, si tu lui donnes 50 000 euros et tu lui dis, écoute, tu vas marcher pendant 5-6 heures en mocassin avec 2-3 couvertures sur le dos pendant 5-6 heures par -20, même en lui donnant 50 000 euros, elle n'y va pas. Parce qu'elle n'a aucune raison de le faire. Même pour 50 000 euros, elle n'ira pas. Cette nénette, la bagnole, elle tombe en rade au col du Lotaret. Elle est là comme une conne, elle n'arrive pas à redémarrer, elle est machin, elle va geler sur place. Elle regarde quand même vite fait son téléphone. Son téléphone, il lui dit valoir, je sais pas, 10 km, 12 km, 25 km, ou je sais pas quoi. Elle met les couvertures, les mocassins, elle met tout sur le dos et la voilà partie -20. Parce qu'elle a une véritable, elle a une cause noble personnelle. Se sauver la vie. Et ça lui pose aucun problème de traverser pendant 5 heures en mocassin avec la couverture sur le dos. Comme quoi, tu es à peu près capable de faire à peu près tout si tu es capable d'avoir une bonne raison de le faire. Ça me fait penser à hier encore, j'étais en train de courir avec mon ami Johan de Run Actu, qui a une chaîne d'actualité sur le trail et le running. Et on était en train de courir ensemble et il faut savoir qu'en ce moment, il court un petit peu moins et il était en train de souffrir. Et je lui ai dit, s'il y avait un lion qui était en train de te suivre là, tu crois que tu n'avancerais pas? Oui. Donc, donner du sang. Donner du sang, c'est un vrai intérêt à ce que l'on fait. On est capable de tout faire. Tout faire. Vraiment. C'est vrai. Bon, même si Sébastien, tu vois, il aimerait bien une partie 3. Juste une dernière question qui nous a été posée par Manu. Quel est le projet ou la course dont tu es le plus fier? La course dont je suis certainement le plus fier, alors effectivement, on pourrait parler d'un top 10 à l'UTMB, ça concrétisait toute une période de ma vie, toute une démarche que j'avais mis en place depuis 2009, et voilà, donc ça c'était chouette, d'accord. Je pense que 2016, je me prends les pieds dans le tapis avec une belle pensée parasite d'une situation familiale plus que compliquée en 2016 à l'UTMB, et dans la foulée, je décide d'aller à la Diagonale des Fous et d'aller à la Diag du coup. Et par contre, là où j'en suis fier, ça veut dire que j'ai été capable de garder ma cause noble, qui a toujours été la même, mais de redevenir étanche. C'est-à-dire, ce qui était poreux, qui a réussi à rentrer et qui m'a totalement anesthésié et totalement anéanti en 2016 à l'UTMB, j'ai été capable, alors que le corps physique était exactement la même, je le rends de nouveau étanche. Je trouve une parade à cette situation parasite que je lui avais en moi. Je trouve une parade, je mets en place cette parade, je redeviens étanche. Et voilà, et je fais une diag en 26 heures. Et là, j'en suis fier sur ce côté. Je me dis, ouais, en fait, tout ça, ça marche vraiment, quoi. Tu vois, vraiment. D'accord, donc Diagonale 2016, suite à. De toutes les courses que j'ai pu faire et que je vais encore en faire, parce que l'année prochaine, quelques trails majeurs vont revenir, si on nous autorise à prendre à Dossard et à participer à des compétitions, vont revenir, mais de toutes les courses que j'ai pu faire à tous les points de vue. Du moment où tu poses le pied sur le sol, à la réunion, au moment où tu en repars, c'est un événement. Et la course par elle-même, tout de A à Z, du Ludo Collet qui donne le départ avec ses lignes droites à Saint-Pierre que nulle part ailleurs j'ai pu voir un truc pareil, jusqu'à la ligne d'arrivée, jusqu'à la descente du Colorado, même à 3 bornes de l'arrivée, tu peux encore abandonner une Diagonale des Fous, un sentier des Anglais que franchement, ces Anglais, ils sont complètement débiles, mais enfin bon, bref, c'est comme ça. Tout, l'ambiance, les gens sur la course, le monde l'île de la Réunion qui a envie que tout le monde il en soit et que tout le monde soit survivant de ce truc-là. Enfin, c'est la Diag, c'est tout, le décor, tout. La Diag, il n'y a rien acheté à la Diag. Et puis même, c'est organisé, il s'est pas détendu comme maintenant tu vois sur les courses où tu as l'impression que c'est un monde occidental tellement hyper rigide avec des lois, des machins. Là, c'est le ravito, bah non, on l'a mis là-bas, c'est un peu à la Wallogen, c'est folklorique, c'est la Diag. La Diag, c'est l'esprit du trail sur terre, il y a pas mieux, quoi.
Mais c'est vrai qu'on dit, j'ai une théorie qui dit qui me dit, hein, c'est valable pour moi, peut-être pour d'autres, qu'il y a beaucoup de travail à faire dans le monde et que c'est dommage de faire 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois les mêmes parce qu'il y a beaucoup de paysages, beaucoup de choses à découvrir, etc. Mais pour autant, à chaque fois que je dis ça à quelqu'un qui a fait la diagonale, il me dit, tu dis ça parce que tu n'as pas fait la diagonale. Exactement. Non, mais c'est vrai. Mais le jour où tu fais la diag, effectivement, c'est autre chose. On en reparlera en 2021. D'accord. Bon, écoute, merci beaucoup Stéphane. Est-ce que tu peux nous dire ton actu en ce moment? Qu'est-ce que tu prépares? Est-ce que tu organises des stages? Qu'est-ce que tu fais en ce moment et où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, on me retrouve pas mal dans les Vosges, encore que j'ai eu une idée saugrenue cet après-midi d'aller jusqu'à Fuy en vélo, ça fait 315 km, pour aller faire le Grand Chablard avec Benoît Grandolfi, ça fait 2500 mètres de dénivelé positif le lendemain. Bon, bref. Sinon, je prépare un Ironman hors-off sur Gérardmer au mois de septembre. Le 14, 15, 16 août, on organise notre stage dénivelé, dont il doit rester quelques places. Je suis pas à l'actu de ces trucs-là, mais je crois qu'il reste quelques places, d'un stage dénivelé 100% vosgien, avec un esprit vosgien, avec un phrasé vosgien, avec de l'accent vosgien, avec de la nourriture vosgienne, avec tout est vosgien là-dedans. Et voilà, avec Benoît. Et puis tout doucement, voilà, une fois que toute cette période va être passée, on va glisser tout doucement. Je suis quand même inscrit à un 80 km à Münster au mois d'octobre prochain. Je sais pas si ça aura lieu. Si ça n'a pas lieu, on ira quand même faire des choses. Et c'est pas les idées qui manquent, voilà. Mais très vosgien. Et puis on attend impatiemment. Tout doucement va arriver l'hiver et voilà. Eh ben, écoute, merci beaucoup Stéphane. Donc je mettrai tous les liens de ta page Facebook, ta page Instagram aussi, où tu es très actif, ton site, on met tout ça, et aussi le bouquin, ton livre de chevet, Le Guerrier Pacifique. Je mets tout ça dans la description. Merci beaucoup Stéphane, c'était très très enrichissant. Je vois énormément de commentaires qui sont positifs. Donc tu vois, il y en a plein partout, je pourrais en afficher, tu vois, pendant toute la soirée. Donc, merci beaucoup. Pour faire un troisième épisode, je veux bien, voilà, si vraiment c'est nécessaire. Par contre, j'ai vu que tu as donc fait un effort. Tu as eu peur, certainement. Le papier peint a changé, là. Donc, t'es allé où? T'es allé sous-sol, t'as rénové la... Ah, il est là! La magie. À un moment, j'ai hésité parce qu'il fait un petit peu beau, là, tu vois, chez nous, là, il y a du soleil. D'accord. J'ai hésité à me mettre dehors et je me suis dit, oh non, ça va être trop galère de déplacer le PC et retourner. Comme la dernière fois, j'étais à la mer. Là, je suis dans mes Vosges, voilà. Pas mal. Avec le jardin potager derrière et puis la place de la mairie et puis les montagnes derrière et voilà. Une belle colline là-bas. Hein. Ouais. Non, merci à toi surtout parce que je sais que c'est pas toujours facile d'organiser, de monter ça. Et je sais que ton podcast, enfin le live est plu et voilà. Et désolé si j'ai pas pu répondre à toutes les questions. Auquel cas, je pense que s'il y a des gens qui ont des questions assez précises, ils pourront toujours via mes réseaux sociaux me les poser et voilà. Et sinon, pour terminer mon actu, il y a un film qui est en train d'être monté donc par mon équipe pour la traversée de l'Atlantique et je suis en train d'écrire un bouquin qui raconte un peu de mes 13 ans à aujourd'hui, avec forcément une bonne partie de la traversée de l'Atlantique, mais comment à 13 ans, après avoir reçu en pleine tête une phrase assez précise de mon père, on en arrive jusque-là aujourd'hui, et tout ça sera raconté dans un bouquin qui devrait sortir au printemps, et je peux déjà même un petit peu en parler, que ce sera point de côté avec l'ami Robin qui vont éditer mon bouquin. Super. Voilà. J'ai très 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 hâte de le découvrir et de lire ça. Ce sera avec grand plaisir. Voilà. Donc, merci beaucoup Stéphane pour toutes ces précisions, toutes ces réponses aux questions, ta franchise aussi, ça a été souvent dit dans les commentaires. Il y a beaucoup de gens qui apprécient ça, qu'on fera en parler. Donc, merci beaucoup pour cet échange. C'était vraiment très enrichissant. Donc, bonsoir à tous. Merci encore une fois à tout le monde d'avoir été très, très actif dans les commentaires. Ouais. C'est vraiment ça l'esprit de cette émission. Il faut que ce soit actif, il faut que ça pose des questions, que ça débatte un petit peu aussi. Donc, c'est vraiment super chouette. Et merci à vous tous d'avoir été encore une fois très présents. Bonne soirée à tous. Et je vous dis maintenant à jeudi avec Solarberg CL, où on parlera de la technique de course, où on sera un peu plus pointu sur la technique de course. Bonne soirée à tous. Bye. Ciao.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est sûrement que l'épisode t'a plu, donc n'hésite pas à le faire savoir autour de toi et à t'abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésite pas à y jeter un œil. À la semaine prochaine, bye bye.